Bonjour et bon retour sur le mur. Après un épisode avec Lou Fitz, biclassée booktubeuse et monteuse synchro chez Dublin Brothers, nous accueillons pas un ou deux membres de Puissance Zelda, mais bien trois membres de l'association francophone de référence pour l'univers de la saga The Legend of Zelda. Bonjour à vous trois, Bonjour! Et bonjour. vous allez bien? Eh ben écoutez, pas trop mal, ça va, ça va, ça va. Pas trop chaud? Très bien. Et non, je suis dans le sud, donc il fait pas trop chaud par rapport à d'habitude. C'est a priori plus le nord qui prend cher. On prend cher de mon côté quand même, hein. C'est dans une cuvette, hein. Je prends cher aussi. La clim, c'est sympa en fait, hein. Bien, avant de présenter votre association et savoir pourquoi vous avez été convié au mur, alors présentez-nous un petit peu l'univers de d'Hyrule. Cette question. Qui commence? Bon, je vais commencer. Du coup, Hyrule, ça va être un petit peu le terrain de jeu d'à peu près toute la saga, mis à part quelques épisodes un petit peu sporadiques. Donc, pour la plupart des cas, c'est un royaume, donc tenu par la monarchie dont fait partie la princesse Zelda. Géographiquement parlant, c'est pas très bien délimité, ça change d'un épisode à un autre. Donc c'est plus effectivement une base d'univers. Mais voilà, c'est le lieu effectivement où se passent la plupart des aventures dans The Legend of Zelda, dans toute la saga. Plus ou moins grand, selon les jeux. Avec Breath of the Wild, on a eu une grande étendue à explorer. Mais par exemple, pour Ocarina of Time, c'était un peu plus petit, un peu plus restreint, mais suffisant effectivement pour qu'on puisse explorer. Est-ce que mes compères, par exemple, ont des choses à rajouter? J'aurais juste rajouté que basiquement, c'est dans la plupart des jeux, en tout cas, une terre bénie des dieux, plus ou moins. Ça dépend ce qu'on définit, parce qu'il y a la terre d'or aussi, donc c'est pas forcément bien délimité dans chaque jeu. Mais globalement, tout est dit, oui. Je rajouterais quand même le plus important. La série Zelda a quasiment plus de 30 ans maintenant. Je crois qu'on est bientôt au 35e année. 35. Ouais, on est à 35 ans 35. d'existence, qui a été créée qui a été imaginé par Shigeru Miyamoto. Maintenant, ce n'est plus lui qui est à la tête des jeux. On a notamment le producteur Eiji Aonuma, qui s'est chargé notamment des derniers Zelda, de produire les derniers Zelda. Et Shigeru Miyamoto est connu aussi pour avoir fait Mario, Pikmin et d'autres grandes séries Nintendo. Et Zelda n'est que l'une des parties de son immense travail, et Hyrule fait partie aussi. La plupart des jeux Zelda, je crois, c'est principalement comme le héros Link ou assimilé à Link, c'est ça? Globalement, toujours Link. J'ai pas de contre-exemple à part quelques spin-offs. Mais effectivement, des fois, Link va dans des univers un petit peu des royaumes voisins, univers parallèles également, où on ne sait pas trop la nature. Je citerai par exemple Termina dans Majora's Mask, l'île de Kokolint dans Link's Awakening, pour parler des plus anciens. Mais il y a aussi dans certains jeux Hyrule et d'autres univers explorés, comme le monde du crépuscule, l'Horule, ou le monde des ténèbres, qui est un pendant d'Hyrule. Donc, par exemple, dans le Link to the Et le personnage qui donne le nom de la série, donc Zelda, et la plupart du temps, c'est la princesse, mais pas tout le temps, et elle n'est pas présente dans tous les jeux. Exactement. À 80%, elle est quand même présente d'une manière ou d'une autre. On peut soit elle est physiquement présente, soit c'est quelqu'un qui est associé à la princesse, hein, pas le petit bonhomme vert qui court partout avec l'épée, hein, on précise bien. Et ou alors elle est évoquée Yorick l'a évoqué au début, Majora Mask, en fait, la princesse Zelda, au début du jeu, elle apparaît en forme de souvenir, elle n'est pas présente dans le jeu en elle-même. Rappelons l'erreur qui est quelquefois faite. Zelda, c'est la princesse. Link, c'est le héros qui est souvent en vert, avec l'épée et le bouclier. Et pas Zelda avec sa grosse épée. Oh, il n'y a pas aussi une version féminine de Link aussi? Je sais plus dans le jeu.
Il y a Linkle dans Hyrule Warriors. Linkle dans le spin-off des Hyrule Warriors. Effectivement, habillé en vert, un peu nunuche sur les bords, aucun sens de l'orientation, mais qui partage quelques traits communs, un amour pour les cocottes. Et voilà. Mais voilà, c'est plus un délire de Koei Tecmo, producteur ou développeur, enfin le studio en tout cas qui était en charge d'Hyrule Warriors. Voilà. Moi je milite pour un retour de Linkle, mais ça m'étonnerait. Je te rejoins dans ce lobby parce que franchement, Linkle, elle était certes un peu nunuche sur les bords, mais moi personnellement, je l'ai trouvée vachement rigolote, notamment avec ses attaques de cocottes. Ah, les cocottes, c'est une grande passion chez les fans de Zelda des cocottes. Il faut pas embêter les cocottes. Maintenant, présentons un peu votre association. Donc, Puissance Zelda. Alors, Puissance Zelda, à la base, avant, ce n'était pas une association. En fait, c'est un site web créé en 2000 par Yo-Yo, effectivement, sur un très beau fond noir avec des écritures jaunes. Et donc un site web qui s'est agrandi d'un forum quelques années après, qui a changé maintes fois de rédaction. Et l'association Puissance Zelda, on l'a créée, si je me gourre pas, en 2015. À la base, c'était surtout pour avoir une assise, enfin, comment dire, une représentation juridique pour bosser avec la boîte Com, qui est la principale boîte de communication de Nintendo en France, enfin, la seule d'ailleurs, je pense, pour avoir entre autres éventuellement certains jeux en avance pour pouvoir faire les tests, faire les tests et les previews de ces jeux-là. Easy, ce qu'il oublie de dire, c'est que c'est plus forcément le cas. Au début, on l'avait créé pour ça. On va pas se cacher, on l'avait créé pour ça. Mais en fait, avec l'évolution d'Internet, parce que ça a totalement changé depuis 2015, on reçoit plus tant que ça de jeux, même si on est association, même si on dit ça, même si on a des statuts juridiques, la communication va avoir plus tendance à privilégier ce qu'on appelle des influenceurs, parce que notre audience n'est pas forcément le plus importante. Mais ça n'empêche qu'on on reste sollicité, notamment là comme aujourd'hui, mais aussi on a été sollicité par RTL au moment de la sortie en mai du jeu pour intervenir justement pour le ressenti de fans. C'est une histoire qui est assez commune avec ce que nous, on a à la Garde de Nuit. En fait. Le site, enfin, le wiki, le site, puis l'association pour avoir un statut, et après les contacts qu'on a. On peut se targuer d'être une des premières références, voire la première peut-être, sur la série en France. Ou peut-être même dans le monde francophone d'ailleurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet du podcast, on va faire un petit point spoil. Alors, vos auditeurs, vous êtes un peu habitués, on va bien parler de tout ce qui est présent dans le livre, tout ce qui est présent dans la série GOT et tout ce qui est présent dans la série saison 1 de House of the Dragons. Bon, évidemment, pas les chapitres non sortis que certains d'entre vous connaissent. Concernant la licence Zelda, alors comme il y a un jeu qui est assez récent, The Tears of the Kingdom, j'espère que je le prononce bien. C'est pas moi qui te jugerai sur une prononciation anglaise. Donc voilà, The Tears of the Kingdom. On va pas parler de tout le jeu parce qu'il y a quand même des spoils assez importants. Je pense que vous êtes assez d'accord, vous trois. Oui. Donc on va se limiter à le début du jeu et ce qu'on sait déjà depuis le début assez facilement. Le fait qu'il y a il y a quelque chose dans le ciel et quelque chose dans le souterrain. La carte est à 3 niveaux et qu'il y a 4 gardiens qu'on doit aller voir. Voilà, on va se limiter à ça. Ce qui se passe après, on en parlera un petit peu plus tard, mais dans une zone spoil qui sera délimitée niveau temporel. J'ai quelque chose que j'ai pas fait, et j'en suis vraiment désolé, je vous ai pas présenté en fait, parce que vous faites partie de l'association Puissance Zelda, mais donc, honneur aux dames, Alice Lee. Oui, donc Alice Lee, ça va faire depuis 2012, je crois que j'ai rejoint l'équipe. Je fais des allers-retours, je suis dedans, je suis pas dedans. Là, je suis en train d'aider en ce moment pour faire la solution de Tears of Kingdom, donc qui est sortie au mois de
au mois de mai dernier, et initialement j'étais arrivée pour faire la solution de The Wind Waker HD, donc ça remonte aussi. Ça remonte aussi, donc du coup moi c'est plus tout ce qui est Zelda comme ça. Et sinon, mes autres centres d'intérêt, c'est j'ai une formation en master en histoire, de recherche historique. Je connais plutôt bien la Game of Thrones et tout, un peu l'univers de George Martin, et c'est pour ça qu'on m'a demandé, on m'a dit c'était bien que je vienne. Deuxième personne, Izzy Novada. Alors, moi, je suis sur Puissance Zelda depuis, de mémoire, 2006. Bon, d'abord en tant que membre, et je crois bien avoir rejoint l'équipe en 2012, un peu en scred en tant que correcteur pour corriger les 1000 et quelques fiches encyclopédie. Dur. Puis en tant que... Je me permets, l'encyclopédie que fait référence Easy, c'est notre équivalent de wiki en fait. Il existe bien sûr un Wikipédia français, des Wikipédia anglais, mais nous avons effectivement notre propre version sur le site même. Comme nous. En fait. Et puis ensuite comme développeur et administrateur technique, et je suis actuellement, depuis la création de l'association, trésorier de l'association. Et je suis docteur en médecine, spécialité gériatrique. Voilà. C'est à peu près... oui, en termes de hobby, bon, à part Zelda, les jeux vidéo et la cuisine. La cuisine, c'est bien ça aussi. Voilà, c'est mes principaux hobbies. Et Yorick, dernier invité. Et du coup, moi, je suis donc également membre de Puissance Zelda, mais ça, vous l'auriez compris. J'ai rejoint le site en tant que fan en 2005, je crois. Donc d'abord pour partager ma passion sur les forums, et j'ai découvert effectivement un petit peu le monde du graphisme en dilettante, ce qui m'a amené à participer au site, à contribuer pour faire des cartes, des donjons, des cartes simplifiées pour les illustrer en 2010 a priori. Donc voilà, c'était ouais, non, peut-être un peu avant. Je regarde un petit peu sur notre historique, mais je pense que c'était avant. Très rapidement, 2011, j'ai récupéré effectivement. Il y a une passation de 2012. Il y a une passation de pouvoir, et donc je suis devenu de webmaster de Puissance Zelda, et je suis également le président de l'association depuis sa création. Effectivement, c'est renouvelé à chaque fois. Et en termes d'un point de vue personnel, je suis donc docteur vétérinaire. Donc voilà, effectivement, on a une petite thématique avec Easy Novada. Bon, bah, les hobbies, bah, ça reste le tout venant, là, voilà. J'aime bien lire, j'aime bien le cinéma, mais rien d'aussi prépondérant que la licence The Legend of Zelda. Alors, comment vous avez découvert l'univers de Game of Thrones? On va commencer par Alice. Ça a été avec la série télé. C'est c'est toujours une amie, mais à l'époque, ça devait être 2013 ou 2014. Elle m'en a parlé, donc du coup elle m'a dit ah c'est trop bien, c'est trop bien. Moi j'ai fait ouais mais moi j'ai pas le temps de regarder. Et au final j'ai fini par regarder. J'ai rattrapé un peu mon retard à partir de la saison 6 quand ils font un joli feu d'artifice avec le septuaire septuaire. J'ai rattrapé à ce moment-là et j'ai regardé les 2 dernières saisons. Puis j'ai commencé à lire les livres. Ça m'a pas. J'ai essayé le premier tome, j'ai pas réussi spécialement à accrocher. Bon, après, j'avais pas mal d'autres choses à lire à ce moment-là, donc j'avais pas forcément la tête. Par contre, j'ai vachement adoré Feu et Sang, les 2 tomes consacrés aux premières années de la dynastie Targaryen. Parce que, comme j'ai dit avant, j'ai fait une formation d'histoire, et ça m'a vachement plu l'aspect chronique médiéval. De comment c'était rédigé et tout, et franchement ça m'a vachement plu en fait. Donc du coup quand j'aurai un peu plus de temps, je me reprendrai par la main et je lirai
les tomes. Les tomes que j'ai laissés de côté, mais ouais, j'ai commencé par la série. Et toi, Izzy? Alors moi, je vais avoir du mal à me souvenir de l'année où j'ai découvert Game of Thrones, mais c'était bien en retard par rapport, par rapport à d'autres, un peu comme Alice. Je pense que j'ai dû la découvrir peut-être plus au niveau de la 5e saison, parce que au niveau de la 5e saison, j'ai rattrapé un peu le retard assez rapidement, parce que c'est rapidement devenu addictif, hein. J'ai fait du binge-watching de Game of Thrones pendant un bon moment. Je ne connais absolument pas les bouquins et absolument pas les spin-offs House of the Dragon, ou du moins pas encore. Ça peut venir. Donc oui, c'est quelque chose qui m'a j'ai rapidement accroché. Alors le début effectivement de la série est un peu lent à se mettre en place parce qu'il faut mettre en place quand même une palanquée de personnages. Mais après, c'était waouh, c'était il y a du feu, il y a du sang, il y a du sexe, il y a de l'action. Non, c'était bien. Et toi, Yorick? Alors moi, du coup, j'ai regardé quand est-ce qu'était sortie la saison 1. Effectivement, je pense que j'ai commencé en découvrant la série pour la saison 1, parce que j'étais pile poil dans la période où j'avais de nouveau plein de temps libre. Après 3 ans de prépa, effectivement, on s'est retrouvé en école vétérinaire et avec pas mal de temps libre et puis une espèce de libération. Donc c'était un petit peu le rendez-vous étudiant à essayer d'avoir l'épisode en avance et de pouvoir en parler un petit peu avec tout le monde le lendemain. Donc j'ai regardé effectivement la série, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est quand même c'est quand même bien fait, hein. Enfin, voilà. Rien que le générique me revient en tête et me fout toute une table de souvenirs. Suite à la découverte de la série, j'ai essayé un petit peu de me mettre, de lire les bouquins, mais de manière un petit peu, pas aléatoire, mais j'ai commencé à lire le premier tome pour voir un petit peu comment c'était écrit, pouvoir comparer. Puis après, il y avait les attentes de la nouvelle saison, donc j'essayais de rattraper en plein milieu d'un tome pour savoir la suite. Et puis comme ça diverge un petit peu, bah, je comprenais, enfin voilà, c'était un petit peu plus compliqué à suivre. Et j'ai arrêté de lire du moment où j'ai su qu'il n'y avait pas tous les épisodes, enfin tous les livres qui étaient sortis, et que potentiellement, c'est pas sûr qu'on ait une fin. Donc voilà, pour l'instant, j'aimerais effectivement attendre qu'il y ait une fin pour pouvoir me les lire tous d'un coup. On y reviendra sur la fin. Et j'ai regardé On y reviendra un, sur la possibilité de la fin. ouais, et j'ai regardé le premier épisode du spin-off de la série, et je pense que l'engouement était passé pour moi, donc j'ai pas accroché. Voilà, j'ai regardé un épisode et je me suis arrêté là, sachant qu'en même temps il y avait un gros concurrent en termes de série, puisqu'il y avait Le Seigneur des Anneaux qui avait sorti son spin-off aussi. Et j'ai plus accroché à celle-là qu'avec Game of Thrones. C'est ton droit. Ah ouais, je pense que je mets déjà les pieds un petit peu dans le plat, surtout sur une commu qui aime beaucoup sur la commu de la Garde des Nains. Non, mais après, il n'y a, pas- y a pas de prosélytisme non plus. On peut apprécier. Là, on n'est pas non plus tous fans parfaitement de la série ou des produits dérivés, donc il y a aucun problème. Ne t'inquiète pas. Tu seras même sur le mur, tu Oh, seras malgré tout bien accueilli. je suis de toute façon habitué au pied dans le plat, hein. Dans la licence The Legend of Zelda, il y en a quelques-uns que je n'aime pas alors euh, qu'ils sont particulièrement aimés et portés au nu. Unpopular opinion. Vas-y, quel est le Zelda que t'aimes le moins? Ah, celui que j'aime le moins, c'est Link's Awakening. Oh. Ah ouais, c'était mon premier Zelda et je ne le supporte pas. Il a de très bonnes qualités, mais vraiment, c'est celui que j'aime le moins. Tu disais lequel? Link's Awakening. Ouf, Oui, non, mais voilà. Je vis dangereusement. il y a du sel. Ça sent le sel.
Surtout, ce qui me fait rire, c'est que Izzy a l'air de découvrir que tu n'aimes pas Link Awakening, alors que c'est juste dans ta bio sur le site, je n'aime pas Link Awakening. Hein, donc, c'est littéralement. Je le répète suffisamment. Donc, Quand tu nais avec les pieds dans le plat, est-ce que tu as un personnage préféré ou un personnage détesté dans la série, enfin la série, tu as principalement vu, mais également un peu dans le livre, Game of Thrones ou Le Trône de Fer? personnage préféré, j'en ai quelques-uns que j'aime bien. J'ai beaucoup aimé toute l'histoire d'Arya. Ouais. Alors pareil, je crois que quand j'en discutais avec mes camarades de promotion, c'était pas vraiment une opinion qui était partagée. Et moi, j'aime bien effectivement son côté aventure, isolé de tout le monde. Voilà, je trouve qu'elle a un développement qui est différent dans des autres personnages. Et je pense que j'aime bien les personnages féminins au caractère fort. Du coup, j'aime beaucoup Brienne aussi. Les personnages détestés, à part les habituels méchants de l'histoire, notamment le fils d'Arathéon. Voilà, je suis pas très original à mon avis sur les personnages détestés. Alors je rejoins fortement Yorick sur mon appréciation de Daria Stark. Effectivement, la jeune fille qui s'est construite un peu toute seule, à contre-courant de tous les autres, qui est devenue la ninja de la série. Effectivement, c'est un personnage qui me plaît beaucoup, avec un fort caractère. Brienne de Thorne aussi, Brienne de Thorne, effectivement, c'est pareil. J'aime bien aussi Tyrion Lannister quand même, parce que lui c'est un peu pareil, à contre-courant de tout le monde, qui essaye un peu de maintenir à flot, qui fait bien son boulot en fait, qui essaie de maintenir à flot le royaume, mais qui se fait littéralement pied dessus par par tout le monde, ou presque. Mais voilà, non, c'est des personnages, ces personnages-là que je pense j'apprécie le plus. Bon, après, un personnage détesté, ouais, il y a effectivement cet insupportable Geoffrey. Insupportable. Petite peste. Euh, Et puis voilà, hein, j'ai pas particulièrement apprécié le personnage de Mélisandre. On sent quand même tout de suite qu'elle a un truc de louche, elle. Mais c'est après sur la fin Enfin, c'est sur la fin que je l'ai plus apprécié. Moi, je vais faire original parce que voilà. Alors moi, il y en a deux que j'apprécie beaucoup comme personnage. C'est pas c'est dans deux registres différents. Alors le premier que j'apprécie beaucoup à l'époque de Game of Thrones, c'est Tywin Lannister. Moi personnellement, j'adore son côté politique, vraiment, il fait les pires saloperies, mais en fait, on dit non, mais c'est pas possible et tout, et tout ça. Mais en fait, c'est des coups, je pense que c'est des coups de génie politique. Ne serait-ce que entre l'éradication des reines avant la série, ou encore le mariage de Robb Stark, où enfin, pas de Robb Stark, mais à ce moment-là, où il tous les Stark ou quoi que ce soit, j'ai trouvé que c'était génialement fait, génialement bien pensé. Oui, c'est complètement horrible pour les Stark, mais je suis désolée, mais et en même temps, il en faut au minimum ça pour pour tenir 20 ans en tant que main du roi d'Aerys, hein, quand même. Et il faut laisser. Et aussi le fait que j'adore tellement le personnage, c'est qu'il est génialissime politiquement et tout. C'est un vrai enfoiré quoi, au niveau de sa famille, relations, quoi que ce soit. Par contre, ça prouve bien que même les plus grands personnages ont des morts de merde, littéralement, ils se chient dessus quand même. C'est niveau, surtout pour un mec qui est obsédé par sa postérité, l'héritage familial, il meurt sur le toilette. Alors là, j'ai trouvé, c'était franchement, c'était magique. Ce personnage est magique.
Euh, Y a pas un roi qui a été décédé sur ses toilettes aussi? Oh, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Je t'enverrai une vidéo C'était un après. Henri, je crois. Enfin voilà. Enfin voilà. Ce genre de, le personnage de Tywin Lannister, il est vraiment super. Un autre personnage que j'aime beaucoup, là, c'est par rapport à toute son histoire en général. C'est Rhaena Targaryen, l'épouse noire, la fille d'Aenys Ier. Franchement, elle a une histoire que je trouve particulièrement triste. Rien que par rapport au fait que son frère époux il se fasse assassiner par son oncle, elle est obligée de marier, que son troisième époux, Zigou, tue toutes ces dames de compagnie par jalousie. Ça, j'ai trouvé intéressant, d'autant plus qu'elle se fait trahir possiblement par son amante, Elissa Farman, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça, Elissa Farman en français. Ça, j'ai trouvé ça ultra tragique, d'autant plus que Feu et Sang est construit sur une chronique médiévale. Et moi, je serais assez curieuse de voir comment ils interpréteraient ça à l'écran s'ils le font la même chose que House of Dragon, puisque typiquement les chroniques médiévales ont un parti pris dans leur narration, et je pense que l'histoire de Rhaena Targaryen, l'épouse noire, elle doit être vachement plus tragique que ce qui en ressort, et je pense que ce serait vachement intéressant de voir l'histoire de cette princesse qui a été la première à se faire éjectée du trône par ce brave Jaehaerys, qui normalement elle aurait dû prendre le trône après Maegor, mais bon, Quelque chose qui se passe avant ce que l'on peut voir dans la série, c'est ça, qui est présent dans le livre Feu et Sang et qui se passe avant la série. C'est juste pour resituer. c'est ça. Bon, pour situer vraiment, dans House of Dragon, la toute première scène, on voit un papy sur le trône. En fait, c'est la sœur aînée de ce papy. Il meurt avant les événements de la série. Pour schématiser bien comme il faut. Après, un personnage que j'aime pas, il y en a pas particulièrement qui me viennent à l'esprit. Par contre, je suis toujours un peu perplexe de pourquoi on met en avant Eddard Stark, c'est le meilleur, c'est ci et ça, mais en fait, politiquement, c'est une comment en fait, c'est surtout la question que je me pose, c'est comment il a fait pour survivre aussi longtemps, en fait. C'est surtout ça qui m'interpelle un peu. C'est normalement, statistiquement, les chances de survie à ce niveau-là d'incompétence politique, ils sont pas très faibles, mais là, il a battu tous les espoirs. Non, vraiment, Eddard Stark, c'est pas... Voilà. Et plus après d'autres décisions que je trouve un peu... ouais, bon, ok. Voilà. Je pense que Eddard a survécu parce qu'au nord, la puissance est plus importante que la politique. Ce n'est Ouais. pas le cas en dessous du nord. Oui, oui. Est-ce que vous avez des préférences? Justement, on parle du nord, etc. Est-ce que vous avez des préférences dans les maisons ou dans les régions du monde, en dehors de Westeros? Par ici, on va commencer? On va peut-être commencer par Alice. Alice, d'accord. Bravo, merci les copains. Non, moi j'ai travaillé avant. Non, en fait, dans l'univers de Westeros, une région que je trouve particulièrement intéressante et qui est sous-utilisée comme pas possible dans la série TV. Je les ai pas lus, mais je connais un peu l'arc narratif par rapport à cette région. C'est Dorne. Franchement, Dorne est sous-estimé dans la série Game of Thrones. Franchement, c'est des personnes qui passent leur temps à coucher à droite à gauche avec Oberyn, comment ils en ont représenté, alors qu'en fait, moi, je rêve de voir vraiment un bon truc centré sur Dorne, entre la conquête et les guerres dorniennes. Ça doit être génial à voir en scène, surtout qu'en plus ils ont c'est les premiers à tuer un dragon Targaryen. Franchement, ce serait génial. En plus, avec la période du courroux du dragon, où t'as la moitié des familles dorniennes qui se font assassiner à tout va. Franchement, moi je serais totalement fan de voir quelque chose sur Dorne, et pourquoi pas, si c'est sur le courroux du dragon, avec la maison Ulaire, qui franchement ça doit envoyer sévère. Donc voilà. Franchement, moi je pense que Dorne, ce serait vraiment un super truc qu'il faudrait plus mettre en avant, parce que c'est carrément sous-exploité dans Game of Thrones. Rappelons que dans le livre, il y a beaucoup plus de récits sur Dorne qu'il y a dans la série. Dorne est très très vite survolé dans la série, alors que encore actuellement, le livre non fini, Dorne reste très important. Ouais. Qui n'est pas le cas au même moment dans la série. On va continuer par Yorick avant.
Donc une région. Alors moi, il y a une maison que j'ai beaucoup aimée dans la série, c'est les Tyrell. Voilà. Les personnages qui ont été présentés, je les, ouais, je les ai aimés instant. Voilà, pour moi, ils ont été longtemps porteurs d'espoir de changer un petit peu la situation à Port-Réal. Bon, voilà, ça n'a pas été aussi concluant que ce que j'aurais aimé. Mais voilà, c'est une famille que j'ai beaucoup aimée. Que ce soit la grand-mère, j'ai une mémoire des noms qui est pitoyable, donc une saga comme ça, c'est très compliqué, sachant qu'ils sont à peu près 3 fois le même nom dans plusieurs générations. Ouais, j'ai beaucoup effectivement aimé la grand-mère ainsi que la petite fille. Déjà physiquement, c'était une très, très belle actrice, hein, on va pas se mentir. La belle actrice, c'est Olena ou c'est Marguerite? Pour Marguerite, C'est Nathalie Dormer, là. Nathalie Dormer pour Marguerite. Les deux sont des super belles actrices. voilà. Mais ça a été effectivement t'étais ni dans les gentils ni dans les méchants de manière manichéenne. Mais voilà, ça a été un petit peu mon coup de cœur en me disant ça c'est une nouvelle famille, eux je les aime bien. Du coup à toi Thomas, voilà, tu peux pas échapper à la question. Easy, pardon. À toi Easy. Ouais, je peux pas échapper à la question, mais j'étais en train de me dire que j'allais te rejoindre en fait. J'étais en train de me... Non, mais c'est vrai que cette famille, ils ont l'air tout mignons, tout gentils, comme ça. Mais enfin, je vais peut-être spoiler Game of Thrones, même si c'est plus du spoil à cette époque, enfin aujourd'hui. Mais c'est pas la grand-mère là, Tyrell, qui avoue à la fin avoir empoisonné le fils, le roi Geoffrey. Ouais, c'est ça. Bien sûr que si. Oui, Cachent bien leur jeu ces petits là. Hein. C'est une des raisons pourquoi je Euh, t'aime bien. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ils sont très gentils, tout mignons. C'est très pour le futur du royaume. Voilà, c'est paix, amour. Hein, et derrière, t'as la grand-mère qui assassine. Bon, c'est vrai qu'il est quand même insupportable ce Geoffrey. Donc, je pense que tout le monde aurait envie de l'assassiner. D'ailleurs, dans la série, je pense que tout le monde a envie de l'assassiner, sauf sa mère, évidemment. Je trouve que l'emblème effectivement des Tyrell est très bien choisi. Il me semble que c'est une fleur qui est représentée. c'est ça. Mais voilà, il y a le côté joli, bel apparat et tout ça. Mais si c'est une rose, ça a des épines. Ça peut être Le plus vénéneux. grand poison se cache dans la Voilà. nature. Et il y a une double nature qui est très intéressante et qui leur va très très bien, je trouve. Ah, Olena, c'est la reine des épines, en surnom. Et on voyait bien déjà, que ce soit dans le livre, dans la série, qu'il commençait déjà à, sans voir explicitement l'assassinat de Geoffrey, il commençait déjà, avec Sansa, à faire des manigances. Ouais, elle plaçait Et ses pions. voilà. Puis le fait quand même que les Tyrell passent de Renly Baratheon, puis à Geoffrey, puis au petit frère de Geoffrey, montre un certain talent dans la poétique et la stratégie. En vrai, j'aurais été très curieuse de voir comment la dynastie Targaryen serait devenue si Olenna Tyrell se serait effectivement mariée à au prince Targaryen comme elle le disait. Je pense que la dynastie Targaryen n'aurait pas survécu, mais parce qu'elle les aurait tous bouffés en fait. Hein. Ouais. Ou elle l'aurait rendue encore différente parce qu'elle aurait été la reine et Oui. aurait régenté. Voilà, ça aurait été sur le nom de Targaryen, mais dans les faits des Tyrell. Un peu comme ce que fait Cersei avec Baratheon. le trône, parce que techniquement, Geoffrey, on l'appelle Geoffrey Lannister, mais c'est pas Lannister, c'est un Geoffrey Baratheon. C'est vrai. Mais à la place, ce serait pas Tyrell qu'on dirait, ce serait Redwyn, puisqu'elle est Redwyn à la base, Oui. Olenna. Oui, tu as raison, elle est par mariage Tyrell. Elle est par mariage. Niveau de l'influence culturelle, que ce soit, alors on va parler donc de Game of Thrones tout simplement, sur la fantasy classique, ancienne ou actuelle, est-ce que vous voyez les influences qu'il peut avoir? Et après tout simplement sur Zelda, est-ce que
Moi, j'ai déjà mon avis, je connais déjà à peu près la réponse. Vous pensez que Zelda a eu une influence sur Game of Thrones et est-ce que Game of Thrones et les univers dérivés ont une influence sur Zelda? Très probablement pas dans le sens Zelda influencerait Game of Thrones. Mhm. L'inverse, l'inverse me paraît peu probable aussi. En fait, ça s'est développé un peu. Enfin, je sais plus, je sais pas de quand comment datent les premiers bouquins, Des années 90. des années 90. Ça s'est développé un petit peu en même temps et alors, je pense que Zelda, enfin, il y a moins de chances que Zelda ait influencé Game of Thrones que l'inverse, possiblement. Miyamoto s'est beaucoup inspiré enfin, Miyamoto et par la suite Aonuma. Enfin, la série s'est un peu inspiré beaucoup du folklore de japonais, mais aussi de beaucoup d'autres régions. Donc, ce serait peut-être plus dans le sens Game of Thrones où en fait la culture et comment dire, la culture, les influences de Game of Thrones ont pu aussi influencer la saga Legend of Zelda. Mais Game of Thrones, c'est très trop centré occidental, oriental, plus que Extrême-Orient japonais. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, en tout cas, sur les débuts, le Japon, ça, on sait que c'est quand même un pays qui est très centré sur lui-même. Donc, je suis pas sûr, effectivement, que de la littérature non japonaise parvienne déjà dans les premières années, en tout cas sur les premiers tomes, jusqu'à eux. Je pense que s'il y a dû y avoir une influence, c'est que à partir de la série, parce que ça s'est effectivement mondialisé. Mais en tout cas, c'est plus parvenu, en tout cas chez nous, en tout cas en Europe. Mais personnellement, je vois aucune influence entre les deux. Et pour moi, c'est deux publics différents. Un public beaucoup plus mature que pour Game of Thrones, que The Legend of Zelda. Si on doit retrouver une influence, à la limite, ça va être sur l'épisode le plus sombre de The Legend of Zelda, avec Twilight Princess. Et c'est d'ailleurs le seul où on a vraiment une intrigue politique un chouïa présente. On a effectivement deux royaumes qui s'affrontent. Une princesse effectivement qui participe dans son coin, qui est prisonnière. Ça ne peut nous rappeler certains événements dans Game of Thrones, mais je suis pas sûr effectivement que l'inspiration vienne de là. Il y a eu quand même effectivement une grosse volonté suite à The Wind Waker, qui était jugé trop enfantin pour les fans, de faire un Link adulte. Et je pense que c'est une convergence d'idées ou une coïncidence plutôt qu'une influence directe entre les deux sagas. Je laisserai Alice contre-argumenter parce que je sais qu'elle va contre-argumenter, mais effectivement, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Rick. S'il y a bien un épisode où il y a un peu de politique quand même dans l'œuvre, c'est bien Twilight Princess avec quand même un royaume un petit peu opprimé qui vient prendre sa revanche. Qui vient prendre sa revanche et la princesse qui rend les armes pour protéger son peuple en fait. Ça doit bien être le premier épisode de la saga où il y a autant de conscience un peu politique de la part d'un personnage, même si bon, c'est très peu, on va dire, c'est très peu développé au sens politique large, au sens de l'intrigue dans Twilight Princess, mais c'est quand même un premier épisode où il y a quand même une conscience politique de quelqu'un qui veut protéger son peuple et qui rend les armes, qui se laisse envahir, euh, parce que sinon c'est la mort de son royaume et de son peuple. On retrouve peut-être un peu plus après ça dans les épisodes. On retrouve un peu plus d'aspect politique aussi dans Tears of the Kingdom, même si c'est encore moins développé, j'ai l'impression. Alors, je suis pas d'accord. Hein. Tears of the Kingdom, il n'y a pas de royaume, donc Ah si, il n'y a pas bah, de. il a créé le royaume d'Hyrule.
Ah oui, d'accord. Donc je pensais sur les événements présents. Autant pour moi. Non, oui, voilà, non, oui. Attention, on flirte avec le spoil. C'est pour Tears of Kingdom. La partie que le fait que Zelda disparaît et qu'elle arrive dans un autre moment, je pense qu'on peut en parler. Ouais, le tout début. C'est le début c'est le premier souvenir qu'on va trouver, donc Bon, autant pour moi. on sait qui a fondé le royaume, et on devine à peu près qui veut s'en emparer aussi. Mais bon, Alors, moi, comme c'est déjà un peu teasé par Izzy, je partage pas forcément l'analyse. Enfin, en partie oui, en partie non. Enfin, déjà, de manière générale, il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever à A Song of Ice and Fire, et ça, quel que soit le médium, la série ou les livres, ça a un impact culturel. Ça, c'est certain. Il suffit de voir tout ce qui a été fait autour avec les différentes œuvres, les travaux universitaires à ce sujet. Je crois savoir que la garde de nuit a fait quelques trucs là-dessus. Hein, je pense qu'à participer, instant pub, instant pub là-dessus. Et aussi, ben, rien que culturellement, ça se mesure par rapport à tout l'aspect financier que HBO est prêt à lâcher par rapport à rien qu'à la conception de la série. On est à plusieurs millions par épisode. En venir à dire que Game of Thrones n'a pas eu d'impact culturel, que ce soit présent ou futur, c'est pas cohérent. Déjà ça. Par contre, dans le sens, est-ce que Game of Thrones a influencé sur Zelda? Moi, personnellement, je suis totalement pas convaincue par ça, d'autant plus que on connaît Game of Thrones par l'aspect politique du jeu. Moi, je suis désolée, même si on cite en exemple Twilight Princess comme étant un épisode le plus politique avec tous les guillemets qu'on met, moi, je suis désolée. Politiquement, dans Zelda, ce sont tous des tanches. Il y en a un ou deux qui relèvent un tout petit peu le niveau, mais moi, je suis désolée, dans Zelda, quand on y réfléchit sérieusement 2 minutes, politiquement, c'est des tanches. Dans Twilight Princess, je suis désolée, Zelda, certes, il y a une guerre qui est plus ou moins dite entre le peuple du crépuscule et le royaume d'Hyrule. Bon, Zelda abdique parce que sinon tout le royaume va passer au fil de l'épée, hein, tout le monde va être zigouillé. Bon, quand on voit la cinématique comme quoi le crépuscule il arrive, les villageois ils ont pas l'air d'avoir spécialement connu un siège ou quoi que ce soit. Hein. Je pense que les monstres du crépuscule, ils ont dû se téléporter dans la salle du trône, ça a dû bien se passer, et hop, ils ont pris le truc. Hein. Ça. Plus après, il y a aussi le fait que c'était dans Hyrule Historia. Ça a été plus ou moins dit que Twilight Princess appartient à la ligne de temps de Ocarina of Time. Bon, Ocarina of Time, c'est un jeu qui fait dans le temps, et à la fin d'Ocarina of Time, il y a 3 fils de temps qui se dégagent, et celle à laquelle appartient Twilight Princess, c'est le héros d'Ocarina of Time qui a remonté le temps pour prévenir la princesse et la famille royale que Ganondorf allait faire des trucs pas très sympas. Et on comprend en sous-texte au moment où on arrive à la tour de jugement de Twilight Princess que en fait la famille royale n'a ni plus ni moins fait un génocide de masse sur les Gerudo pour empêcher que les événements d'Ocarina of Time arrivent. De quoi rendre le chef des 10 Gerudo, Ganondorf, un poil vénère, ce qui se comprend un peu. Et politiquement, faire un génocide de masse pour garantir la paix, on est d'accord, c'est pas forcément le truc le plus logique à faire. Donc c'est pour ça que moi, politiquement, Zelda, c'est carrément pas pour ça que je joue. Et voilà. Et après, bon, là, politiquement et tout ça, après, ce qui a pu être mis en avant, c'est que Westeros est grand, très grand. J'avais lu que c'est un équivalent géographique d'un autre monde, ça équivaudrait plus ou moins au continent américain, et que l'action se dirigeait tout au long du continent. Mais en soi, ça, c'est pas une nouveauté typiquement des derniers épisodes, hein, Breath of the Wild et Tears of Kingdom, puisque on revient encore à Miyamoto, il a dit qu'il s'était inspiré des grandes étendues quand il allait se balader en forêt et tout ça, et ça c'est le propre même à la série depuis 35 ans. Donc en soi, à dire que Game of Thrones a influencé sur Zelda, c'est compliqué à dire.
Après, oui, je pense que même si le Japon est connu pour vivre de manière très refermée ou quoi que ce soit, je pense quand même au Japon, eux aussi, ils ont entendu parler de Game of Thrones et que, inconsciemment ou non, ils se sont inspirés de ça. Mais clairement, quand on voit que les rares morts qui sont mentionnés dans la série, dans les spin-offs, ils font en mode ouais, on ressuscite tout le monde, c'est pas grave, il nous faut des persos jouables. Et pas près de. Je pense pas que Game of Thrones pour le moment va influencer sérieusement Zelda dans les prochaines années. Après, on sait pas de quoi fait l'avenir, mais pour le moment, c'est pas le cas. Sur la présence de la saga littéraire au Japon, je sais encore moins pour la saga de série, mais littéraire, elle est sortie au Japon, c'est sûr. Mhm. J'ai pas réussi à avoir la date exacte parce que je parle pas japonais. J'ai cru voir 2002, mais je sais pas si c'est l'édition qui est 2002 ou les premiers tomes, ou si c'est la première édition qui est 2002, en sachant que c'est 96 aux États-Unis, la première édition de Song of Ice and Fire, et qui a d'ailleurs si, chers auditeurs, ou même vous trois, voir, qui a des magnifiques couvertures du type manga. À ma connaissance, je crois que ça a plutôt bien marché, mais je ne sais pas, voilà, parce que surtout que ça a quand même été l'influence, et offre été influence pour plusieurs autres jeux. On l'a vu récemment avec Final Fantasy, on l'a vu encore un petit peu avant sur certains aspects avec la série d'un autre jeu qui était Elden Ring. Elden Ring. voilà, Elden Ring, c'est ça, qui a même été en partenariat avec l'auteur original de Game of Thrones. Et donc, s'il y a eu une influence, c'est sûr, et que c'est assez présent. Après, moi-même, de mon avis, je ne vois pas non plus de grande influence. Éventuellement, on vous a dit un peu Twilight Princess, mais juste pour le côté sombre. Sinon, dans ça, je ne vois pas trop d'influence entre les séries dans un sens comme dans l'autre. Après, effectivement, je vais revenir sur ce que disait Alice Lee. Effectivement, dans les jeux Zelda, faut pas trop s'attarder sur les détails. Parce que tout de suite, on voit des incohérences grosses comme des maisons. Oui. Voilà, il y a aucune logique démographique. C'est vraiment un jeu qui est concentré, on le sait, principalement sur le gameplay, même si le lore est très intéressant à étudier. On n'aura pas le détail et le côté réaliste qu'on peut avoir dans Game of Thrones que ce qu'on trouve effectivement dans The Legend of Zelda. Je rajouterais un truc, faut pas oublier que c'est une légende en fait. C'est-à-dire que les faits qui sont, enfin les faits, l'histoire de Legend of Zelda, c'est plus sur un côté mythique qu'une réflexion politique. Et quand on fait référence au lore, enfin quand on fait référence au lore et aux références du lore en lui-même, c'est beaucoup de choses mystiques en fait. C'est beaucoup de le Japon, même s'il est un peu auto-centré autour de lui-même, il est un peu à la frontière entre il y a le shintoïsme, il y a le bouddhisme aussi beaucoup. Donc il y a beaucoup comment dire, de références culturelles que nous occidentaux on n'a pas et qui sont assez intéressantes quand des professionnels du lore et des références culturelles qui sont derrière nous en parlent. Je pense particulièrement à Rinkuto, un youtubeur qui fait quand même des vidéos vachement pointues et intéressantes sur ça. Et il y a encore beaucoup à creuser dans les jeux et surtout dans les derniers, quoi. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de références derrière que nous, occidentaux, et même les Japonais en eux-mêmes, hein, nous, occidentaux, on a beaucoup de références chrétiennes, mais on n'en comprend pas la moitié, quoi. Et les Japonais, je pense que c'est aussi un peu pareil sur leur culture religieuse. Mais nous on y comprend encore moins de choses. Mais il y a beaucoup de choses vraiment très intéressantes sur le côté du lore par rapport à toutes les symboliques que nous, on n'a pas, en fait. Concernant la suite et la fin de Game of Thrones, est-ce que vous avez un avis? Quelque chose que vous souhaitez avoir pour plus tard, que ce soit dans la série principale ou en série La dérivée? saison 8, c'est de la merde.
Et ben déjà, je suis pas d'accord, moi. Parce que moi, je vas-y. me pose en tant que spectateur qui n'a pas lu, qui n'avait pas beaucoup lu à cette époque-là, et j'en ai toujours pas beaucoup lu. Effectivement, on a senti que c'était passé sur du divertissement pur et dur, mais voilà, bah moi, j'ai pas boudé mon plaisir, pardon. Voilà, je l'ai pris pour ce que c'était. Ça m'a permis effectivement de prendre plaisir à cette intrigue qui n'est effectivement, qui était qu'une intrigue de secours, si j'ai bien compris. Mais voilà, ce sera peut-être la seule fin qu'on aura. Donc, il faut pas cracher dessus à mon avis, même si effectivement il y a des grosses divergences avec, ce qui a été voulu par l'auteur. Ça rappelle un petit peu le discours que vous aviez sur Zelda. Ils ont voulu privilégier le gameplay, donc le côté divertissement, à la cohérence du historique. Le côté logique, Mm. une des principales critiques qu'il peut y avoir, c'est le basculement de Daenerys peut être logique, mais pas aussi rapidement et pas comme ça en fait. Et voilà, on était plus passé, enfin on sentait qu'on était passé sur une machine à pognon. Et toi, Alice? Moi personnellement, tant qu'on est encore sur saison 8, moi je rejoins assez Yorick. Moi ça me convient assez que bah, le truc le plus principal, c'est moi ce que je retiens, c'est que Daenerys devienne une reine folle. Moi personnellement, je suis assez d'accord sur le fait que ah oui, elle se pose en grande libératrice, elle libère les esclaves et tout, mais bon, en attendant, elle zigouille quand même un certain nombre de personnes. Et dès la saison 1, alors que son frangin visé se fait cramer la gueule par de l'or fondu, elle réagit pas plus que ça. Bon, je veux bien que génétiquement, de temps en temps, ça sorte du lot quand il y a autant de consanguinité qui se pratique, hein, notamment chez les Lachides en Égypte, dans l'Antiquité. On a eu Cléopâtre VII à la fin, la plus connue, que a priori c'était pas mal, mais bon, les restes de la famille c'était des idiots, hein. Quand c'était des idiots, c'était bien, hein, mais c'est à peu près comme chez les Targaryens. Honnêtement, c'est pas choquant que Daenerys finisse par péter un boulon au bout d'un moment. Après, comme dit, ça aurait mérité d'aller un peu plus doucement. Moi, je pars du principe que ça aurait été bien d'avoir, par exemple, la saison 8 centrée que sur les marcheurs blancs, où il disait, pour faire vraiment comprendre que c'est la merde, c'est vraiment l'humanité est en jeu. Quitte à imaginer que la bataille de Winterfell soit un échec et que là, du coup, ils sont obligés d'aller plus au sud et que du coup, par exemple, Cersei est obligée de dire ah oui, oups, ça craint un peu et que du coup, il y a une grosse bataille épique en fin de saison 8 et que en saison 9, on prenne bien le temps de poser les derniers enjeux de qui va récupérer le trône de fer, parce que honnêtement, sortir du chapeau que Bran récupère le trône de fer parce qu'il a la meilleure histoire, j'ai dit putain, la justification, j'ai dit oh non. Non, s'il vous plaît, ça a été très mal écrit. Mais bon, comme dit Yorick, on a déjà eu une fin, on va pas s'en plaindre. Ça conclut la plupart de tous les actes, tous les grands arcs narratifs. C'est déjà bien. Après, moi, personnellement, j'irai pas jusqu'à demander de refaire une saison 8, hein, quoi que j'en passe. Moi, je suis plus intéressée, un truc sur la conquête de Dorne, sur la conquête et Dorne, bordel, je veux un truc sur ça, ce serait tellement bien, ce serait bien. Après, par contre, ce que j'ai entendu comme spin-off qui a été annoncé, qui avait été évoqué, je ne sais, j'ai pas suivi si c'est toujours d'actualité, c'est celui sur Corlys Velaryon et ses voyages. Honnêtement, celui-là, ça m'intéresserait bien de voir, parce qu'il a fait pas mal de trucs, le Sea Snake, et franchement j'aimerais bien savoir, mais je ne sais plus où ils en sont dans leur développement. Il y a tellement de choses qui sortent, qui reviennent, qui disent oui, mais non, mais bref, on sait pas, et j'attends de voir. Là, donc la série, donc le Serpent de mer est, à ma connaissance, encore en pré-publication, Pré-prod. pré-production. Il serait mené par Bruno Heller. Après, j'ai pas plus d'informations. Et concernant le côté Dorne, c'est pas vraiment Dorne lui-même, mais ça peut le devenir. C'est qu'il y aurait une série, mais après, je me souviens plus exactement quel était exactement le niveau de travail qu'il y avait dessus. C'est une série qui s'appellerait 10 000 navires. Ah, sur Numeria, Et sur voilà, sur une c'est ça. Je Honnêtement, moi, je comprends l'intérêt de faire
Nymeria, parce que bon, là aussi, ça peut être bien sympa, mais je pense que ils vont pas aller jusqu'au bout par rapport à ça, parce que c'est trop précis dans l'univers de Game of Thrones, et en plus, ils peuvent pas rattacher comme ils ont pu faire pour House of Dragon, où ils ont expliqué 170 ans avant Daenerys Targaryen, alors que là, Nymeria, ça va finir en 4000 ans avant Oberyn Martell. Ouais, bon, je pense qu'on aura perdu dès la première phrase. Faut pas pousser non plus. Voilà, après, c'est mon avis. Après, si ça se fait, tant mieux. Sinon, si ça se fait pas, je serais pas surprise, en fait. Et toi, Izzy? Sur l'avenir de la série, bon, Alors, avenir, donc je résume ma question. Donc, avenir de la série, avenir des livres ou séries dérivées. Qu'est-ce que tu souhaites? Tu peux ne rien souhaiter aussi. alors déjà, il faudrait que je commence les bouquins, parce que c'est pas encore fait. Mais je serais curieux de savoir ce que George Martin va produire comme fin au bouquin. Il m'a semblé entendre qu'il n'était pas forcément satisfait lui-même de la 8e saison, de la fin de la fin qui a été produite. Mais je serais curieux de savoir quelle fin alternative il produirait au niveau des bouquins. Ou alors, enfin, peut-être pas une fin alternative, mais quelque chose de plus étoffé, quoi. De plus détaillé, quelque chose qui aille moins vite en tout cas. Enfin, faut qu'il soit. Plus dans son style. Oui, voilà. On sait que le bouquin qu'il a écrit, alors déjà, il est un petit peu modifié par la série, mais même pas au niveau des saisons 8. Il y a 2-3 détails qui ont déjà été modifiés par lui-même parce qu'il trouvait les choses bien qu'il a récupéré la série, ou des personnages qui vont être un peu étoffés parce qu'il a bien aimé leur traitement dans la série. Après, est-ce qu'on va avoir la suite, la même chose ou pas? On sait qu'il y a des choses qui ont été faites dans la série qui sont pas encore sorties dans le livre, mais qui seront quand même présents parce que ce sont les informations que les showrunners avaient déjà sur la suite. Mais encore une fois, même si le bout de chemin est le même ou à peu près le même, le chemin ne serait pas le même non plus. Mm. On est plus sur ça en fait. Mais après, on est sur l'expectative parce qu'on ne sait pas. On sait qu'il continue à écrire. De façon épisodique, il dit qu'il a continué à écrire. Il dit à peu près où il en est, mais on n'a évidemment pas de date sur quand est-ce qu'il sortira le prochain. Même si entre-temps, il a sorti d'autres livres, Fire and Blood, mais il se fait attendre et il arrivera un jour ou l'autre. Faut pas s'inquiéter. Je suis optimiste. Il faut toujours l'être. Alors, justement, on parle de la fin, pour rester un peu sur la fin, c'est est-ce que... Allez, on imagine, on souhaite pas, et puis en sachant que l'auteur lui-même est contre cette idée, et donc c'est un choix qu'il faut respecter, est-ce que vous voyez un successeur en littérature qui pourrait faire la suite ou un univers dérivé de la saga? C'est assez compliqué, je pense pour répondre à cette question, parce que faut que ce soit un passionné d'histoire, puisqu'on sait que c'est quand même basé sur beaucoup de faits, sur des faits qui se sont passés vraiment chez nous. Et il faut une belle plume et en plus savoir gérer plusieurs personnages à la fois et plusieurs intrigues à la fois. C'est un style de rédaction que j'aime beaucoup, avoir plusieurs auteurs, plusieurs personnages. On arrête, on reprend. Ça, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi j'aime beaucoup. C'est pour ça que ça me fait penser à mes lectures de Robin Hobb. Qui, pas sur tous ces ouvrages, mais qui j'ai plus les noms en tête, mais sur le second cycle, je pense, ou le troisième, je sais plus, on a commencé à dispatcher un petit peu ces personnages et à suivre plusieurs intrigues. Donc, ce serait effectivement quelque chose effectivement qui, une autrice, pardon, qui pourrait peut-être respecter le contenu, mais je pense que c'est très compliqué d'avoir un tel leg. Je suis d'accord. C'est compliqué. À titre personnel,
Moi, je serais assez pour qu'on respecte la décision de l'auteur, surtout que c'est pas comme si j'ai en tête, c'était Pierre Boréto et l'homme, je sais plus comment c'est quoi son prénom, c'est deux grands auteurs de littérature fantastique française. Eric Lhomme et Pierre Bottero. Merci Yorick, j'avais un trou. Eric Lhomme fait beaucoup aussi de personnages alternatifs Ouais. En fait, Voilà. j'avais en tête que les deux auteurs, ils s'étaient lancés dans l'écriture d'une série. A comme L'un association. s'occupe, hein? A comme association. C'est ça, A comme association. Et le souci, enfin entre guillemets, malheureusement, c'est que Pierre Boréto, il est décédé dans un accident de voiture avant que le projet aille jusqu'au terme. Donc, dans ce cas de précis, outre le fait qu'il n'avait pas laissé d'instruction, hein, forcément, c'est un décès qui n'est pas prévu entre guillemets. Eric Lhomme avait continué puisque c'était. Et là, je comprends, ils étaient à deux. Bon, il y en a un qui décède, mais ils en avaient quand même discuté. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui reprenait tout le projet tout seul sans avoir réfléchi ou quoi. Donc, pour moi, c'est différent. Là, on est quand même sur le coup de Martine qui a bien clairement dit qu'il ne voulait pas que quelqu'un reprenne. Pour moi, je pense qu'il faudrait qu'on respecte ça. Après, concernant les trucs, est-ce qu'il pourrait être en mode ok, j'autorise à ce qu'on publie mes notes de recherche, ce qui s'est fait par exemple pour Tolkien. Il a son fils Christophe ou Christopher, je sais plus, il a publié les notes de son père concernant tout ce qui est le Seigneur des Anneaux. S'il donne son autorisation pour qu'un éditeur le fasse, ok. Par contre, par pitié, qu'on n'en vienne pas à faire comme pour certaines séries, typiquement Harry Potter, quand ça le transforme en vache à lait, où il y a tous les trucs qui sont faits à tire-larigot ou quoi que ce soit. Pitié, qu'on fasse pas ça. Il y a énormément d'auteurs qui mériteraient d'être connus pour faire des séries ou quoi que ce soit. Pourquoi on n'en prend pas des auteurs ou des autrices, hein, bien entendu, mais pourquoi on se contenterait de faire Martine encore et toujours après sa mort alors qu'il y en a d'autres après, quoi. C'est surtout dans ce point de vue-là que je le vois. Alors, rentrons plutôt dans le vif du sujet sur les comparatifs qu'on peut avoir entre Zelda, son univers, et l'univers de Martine, donc Westeros et associé. Est-ce que vous voyez des liens qu'on peut avoir dans son histoire? Comme on a vu avant, il n'y a pas d'influence, mais est-ce qu'on peut quand même malgré tout donner des liens entre les deux sagas? Alors moi, à titre d'exemple, même si encore une fois, on sait que ce ne sont pas des influences l'un l'autre, moi j'ai aimé le parallèle qu'on pouvait faire entre les enfants de la forêt, qui sont présents actuellement au nord de Westeros, et les Kokiri. Le côté personnage, alors espiègle, non, parce que c'est pas vraiment espiègle dans les cas des enfants de la forêt, mais voilà, le côté proche de la nature, proche d'un grand arbre qui n'est pas qui dans un cas est un baral, dans d'autres cas est l'arbre mojo. Après on peut parler des sans-visages qui prend le visage des personnes avec que propose le vendeur de masques, qui propose de prendre les visages de différents personnages ou des différentes races dans Majora's Mask. Vous avez d'autres exemples? Pour rester sur les enfants de la forêt et les Kokiri, plus que les Kokiri, moi je citerais plutôt les Korug de Breath of the Wild. Enfin, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, ils sont apparus dans The Wind Waker. Parce que pour moi, ce que j'ai retenu des enfants de la forêt, ils ont des pouvoirs magiques. En tout cas, c'est comme ça qu'ils sont présentés dans la série télé. Et pour les Kokiri, hormis Saria, qui est la sage de la Terre, non, je sais plus quelle sage. Forêt. Forêt, merci. Les sages de la forêt, les autres Kokiri, ils n'ont pas spécialement de pouvoir. Alors que les Korug, dès The Wind Waker, ils sont présentés comme ayant des pouvoirs. Ils peuvent voler au-dessus de la Grande Mer dans The Wind Waker. Du Moria, il fait pousser des arbres à la vitesse grand V. On retrouve aussi dans certains Korug qui volent après les avoir découverts dans Breath of the Wild. Et tout ça, c'est plus par rapport à ça. Moi, j'aurais plus tendance à les associer avec les Korug
qu'avec les Kokiri. Les Kokiri ont un aspect humanoïde qui se rapproche plus effectivement des enfants de la forêt. Je pense que c'est ça qui t'a fait faire le rapprochement, Shokun. Parce que les Korogus, ça reste des esprits. Oui, c'est ça, c'est le côté, proche, forêt, proche de la nature. C'est ça. En sachant que les enfants de la forêt, c'est une très vieille race qui était là avant les humains et qui était là comme les géants et d'autres, anciennes races et qui étaient présentes dans Westeros. Pour rester sur les enfants de la forêt, enfin, juste pour corriger peut-être un truc, les Korogu, le fait qu'ils volent avec des feuilles, c'est un peu leur caractéristique de base à tous. Il n'y en a pas vraiment beaucoup qui ont des pouvoirs particuliers en fait. C'est un peu comme les Kokiri. Je trouve pas qu'il y ait d'énormes différences à part le fait que ce sont plus des petits esprits de la forêt que les Kokiri. Mais après, là où il y a un parallèle, c'est que pour le commun des mortels, les deux forêts sont dangereuses, mais au contraire des enfants de la forêt, les Kokiri sont pas persécutés par les Iliens. À la limite, les Kokiri et les Korogu, ça va plus se rapprocher de la créature, le Kodama. Si vous voyez pas ce que c'est on a un bel exemple dans Mononoke. C'est les petits êtres blancs de la forêt. Donc voilà, c'est juste des esprits de la forêt, c'est des esprits sylvains qui n'ont pas grand impact. Enfin, voilà, s'il y en a s'il y a une espèce qui devait disparaître, à mon avis, ce seraient les premiers effectivement à se faire cramer. Là où effectivement, je pense que je connais pas assez l'histoire des enfants de la forêt, mais même s'ils ont sûrement été persécutés, ils ont quand même survécu à tout ce temps, donc ils ont un impact sur l'histoire un peu plus important à mon avis. Les enfants de la forêt, c'est par exemple eux qui ont, avec un rituel, je sais plus lequel, historiquement, c'est dans la légende, évidemment, qui aurait, séparé, Westeros des sauces, il y aurait les degrés de pierre ont été, créés par eux dont très violemment, créé des mouvements de terrain. Donc ils sont quand même relativement puissants au niveau ils étaient au moins relativement puissants au niveau équivalent de la magie. Je dirais, j'utiliserais pas le mot de magie, mais équivalent. Bah, ça rejoint un peu le pouvoir que veut faire l'arbre Moujo dans The Unlaker. Il y a une quête annexe justement après qu'on ait fini les bois défendus, les Korug ils partent sur différentes îles justement pour réunir les différentes îles avec leurs arbres et compagnie. C'est une quête qui permet d'avoir un réceptacle de cœur. Donc ça rejoint un peu ce que vous racontez par rapport aux enfants de la forêt. Je crois que dans la quête, c'est juste pour reforester les îles. Hein. Il n'y a pas d'idée de réunion, de recréer une terre. Hein. C'est juste. Replanter des arbres. Si, quand tu parles avec l'arbre Mojo, après coup, il te dit que son rêve le plus cher, c'est que il n'y ait plus d'océan, en fait. Oui, mais voilà, je suis pas sûr que la quête aille dans ce sens. C'est juste pour moi une nostalgie du temps passé, là où, où le royaume d'Hyrule n'était pas encore inondé. Et le côté sans visage, vendeur de masques? C'est un peu alambiqué. On peut y voir un rapprochement. Après, les sans-visages, c'est plus. Enfin, je sais pas si on parlait de secte, mais c'est plus une espèce de secte un peu ninja sur les bords. Donc, le vendeur de masques, c'est plus. Je sais pas s'il y a la même. Comment dire la même symbolique de libérer les âmes. Dans Majora's Mask, c'est vraiment le chant de l'apaisement qui sert à libérer les âmes d'esprits défunts tourmentés qui vont ensuite, enfin, je sais pas si c'est les esprits ou un résidu qui vont prendre la forme de masques dont le héros va pouvoir se servir pour prendre l'apparence de la personne défunte. Donc il y a un Zora, un Goron, un Mojo.
je sais plus s'il y a cette symbolique-là dans les 100 visages. Il me semble pas. Ce sont des assassins. Mais il faut savoir que c'est à Bravos une religion, principalement, où en fait les gens qui souhaitent mourir, que ce soit enfin, qui ne souhaitent plus vivre, vont au temple des sans-visages et pour y mourir. Et c'est à ce moment-là que donc leur âme, techniquement, soit aidée pour mourir. Et c'est à ce moment-là que les visages peuvent être récoltés. Après, quelque chose qui est très flou parce qu'on n'a pas le processus, et cetera. Mais voilà, il y a côté mort et apaisement d'un côté des gens et il y a le côté, visages qui servent qui sont récupérés pour, servir à prendre l'apparence d'eux. Après, pour l'aspect secte, assassin ou quoi que ce soit, plus que le vendeur de masques de Majora Mask, moi, ça me fait penser aux Yiga dans Breath of the Wild et Tears of Kingdom. Les Yiga, c'est une partie d'un clan du jeu qui, des milliers d'années auparavant, a fait session et depuis, ils vénèrent le grand méchant, Ganondorf, et ils font tout pour pouvoir revenir. Et notamment, ils sont des adeptes et des maîtres de la transformation. De la transformation, et donc du coup, en fait, ils se déguisent en simple voyageur dans le jeu pour bien te mettre un poignard dans le dos pour le faire. Et quelque part, ça me fait assez penser au sans-visage, plus qu'en tout cas, ils insistent beaucoup moins sur l'aspect repos de l'âme que pour le vendeur de masques, en fait. Ils se déguisent parfois même en cocotte Ouais. Et en arbre. et en arbre. On revient sur les cocottes. Ouais. On pouvait également parler je pense que c'est quelque chose que tu voulais parler, Alice, c'est des dragons. Donc le traitement des dragons d'un côté comme de l'autre. Oui, oui, il y a des dragons. Après, Yorick et Izzy me contrediront, mais pour moi, le premier dragon qui me vient en tête, c'est celui d'Ocarina of Time, et qui est étonnamment Volga. Volga dans le Temple du Feu. C'est le Volcania. Temple du Feu, oui. Volcania. Ouais, Volga, c'est dans Hyrule Et- Warriors. ouais. Puis il y a un dragon Ouais. au tout premier, celui de Ness. Oui, c'est J'ai pas fait. Griok, je Griok, crois, dans le tout premier. Plus un dragon de représentation occidentale d'ailleurs, effectivement. Mais qui est Ouais. un boss de donjon assez basique. Il y a aussi Aquamantus, alors je sais pas si vous parlez du Ah même. si, c'est Aquamentus, si, ça doit être Aquamentus. Non, le Griok, c'est la race qu'on voit dans Tears of the Kingdom. Tears of Kingdom. Tears of the Kingdom, Oui, oui, c'est des dragons. Qui fait référence à d'autres dragons, d'autres effectivement, qui ont eu qu'on a pu voir effectivement dans plusieurs épisodes sous différentes formes. On va le retrouver en donjon du Temple du Feu dans The Minish Cap par exemple, mais effectivement il apparaît dans un des premiers jeux, Dans Legend of dans Zelda. The Legend of Zelda. C'est effectivement un dragon à plusieurs têtes. Là où effectivement le premier boss, si je suis pas très calé sur les vieux opus, il me semble que le premier boss qu'on affronte, qui est un dragon licorne, qui a une seule tête, qui s'appelle lui Aquamantus. Donc effectivement, les dragons reviennent régulièrement, soit en ennemi, soit effectivement en personnage tiers, voire allié, différents dans les dans les différents épisodes de la saga. Mais majoritairement, oui, je suis pas très calée sur les enjeux, mais majoritairement, les dragons dans Zelda, ce sont des alliés. C'est pas. Et là, pour le coup, on rejoint l'aspect Pas de la d'accord. Majoritairement. Majoritairement, c'est important. Et en tout cas, dans les derniers jeux, c'est globalement des alliés. Il faut comprendre que dans alliés, on va pas te bouffer dès que t'approches trop Oui. près. Mais Voilà, c'est dans le sens là que. il y a justement que dans les derniers jeux où on voit des dragons à plus de style oriental qui sont plutôt des dragons, enfin des dragons passifs. Et Valou. Alors que si, il y a Valou, c'est vrai. Il y a Valou. Et enfin, tout ça pour dire que globalement dans Zelda, les dragons ont
majoritairement, avec tous les guillemets que j'ai pu mettre avant, concernant le fait qu'ils vont pas te bouffer tout de suite quand tu approches, ils sont plutôt bien vus. Ça, c'est soit ils sont plutôt bien vus, soit ce sont des gros ennemis qu'il faut aller battre. Et là, on retombe plus sur l'aspect européen du dragon, où c'est vraiment quelque chose de très c'est pas gentil du tout. Et alors que autant dans Zelda il y a l'aspect oui mais ça peut être gentil un dragon, autant dans Westeros c'est bon, les dragons c'est pas, faut surtout pas s'approcher. Les Targaryens ils en ont fait des armes de destruction massive très clairement, ce qui est pas forcément le cas dans Zelda. Très clairement, et c'est là pour le coup on peut voir clairement l'influence des mythes japonais et plus généralement asiatiques, où la figure du dragon est beaucoup plus positive qu'en Occident. Et c'est un autre point qui n'a pas été marqué et que pour le coup, moi j'ai relevé avant qu'on passe à la partie spoil et Tears of Kingdom. Dans les derniers épisodes, Zelda met en avant tout ce qui est l'aspect chevalerie. Dans Zelda, on retrouve aussi cet aspect chevalerie dans Westeros. Et là, pour le coup, c'est vraiment une inspiration occidentale. Pareil, du côté, que ce soit Zelda ou Westeros, à mon sens, c'est clairement une inspiration occidentale. Par contre, il va avoir des traitements différents. Notamment tout ce qui tombe par rapport à la notion de l'honneur. Typiquement, dans A Song of Ice and Fire, la notion de l'honneur, c'est quelque chose qui est central pour les personnages. Au hasard, Jaime Lannister qui est très mal vu parce qu'il a rompu son serment de protéger Aerys, alors qu'en fait il voulait juste cramer tout le monde, mais on s'en fout, il a brisé son serment, donc son honneur il est à chier. Alors que dans Zelda, Link est souvent présenté comme un chevalier ou apparenté à un chevalier, mais sans pour autant qu'il ait fait des serments d'honneur. Ce n'est que très récemment que dans Breath of the Wild où on voit ce genre de truc, et spoil. Voilà. Je ne détaillerai pas plus mon propos sur ça. Avant qu'on parle de spoil, est-ce qu'il y a d'autres liens qu'on peut faire sans spoil? Les Sheikah, le savoir qui est détenu par les maîtres, et de l'autre côté le savoir dans Zelda qui est majoritairement et le savoir occulte en particulier par les Sheikah. Voilà. Je sais pas si on peut en dire plus. Autre point, moi j'ai relevé, et ça vient plus de l'aspect temporalité des deux œuvres. Autant dans Zelda, on est sur un moment précis, donc on reste globalement, alors que dans Westeros, le temps il passe. Typiquement, c'est on vit, on a des gosses, on meurt. Alors que dans Zelda, c'est pas le cas, on est toujours au même moment. Et donc du coup, vu comme on n'a pas l'aspect temporalité, à mon sens, c'est ce qui fait qu'on voit quasiment pas de représentation de la maladie dans Zelda, ou alors c'est soit des malédictions que clairement on va devoir aller détruire en jeu, mais vraiment la maladie même n'est pas spécialement présente. Alors que dans l'histoire de Westeros, le nombre d'épidémies, de maladies qu'on se dit on est content de ne pas avoir, vive la médecine au XXIe siècle, en fait elles sont quand même sacrément légion. Ça c'est une grosse différence, je trouve. Alors bon, nous allons rentrer en zone spoiler. Donc, au montage, je vous indiquerai à peu près à combien de minutes il faut revenir pour écouter, parce que là, nous avons spoilé principalement le dernier jeu qui est sorti, Tears of the Kingdom. Eh bien, chers auditeurs, rendez-vous à 1h37. À tout à l'heure. Juste pour situer les spoilers, dans le dernier jeu, on apprend que Zelda est été dans le passé, au début, ça on a déjà commencé à le dire avant la zone spoiler, et qu'elle a vu la création du royaume d'Hyrule,
mais que Zelda, on la retrouve également en physique dans le jeu actuel et on la retrouve comment? En dragon. En dragon. Eh oui, en dragon. Eh bien, quels sont les liens qu'après spoiler, on peut faire entre, Game of Thrones, le Song of Ice and Fire et le dernier jeu qu'on peut avoir? Allez, Yorick pour commencer? Après, je pense pas être assez calé pour parce qu'effectivement, le Zelda est devenu un dragon suite à un rite draconique en avalant effectivement la pierre occulte qu'elle possédait. Tout ça effectivement pour permettre de grosso modo transmettre son énergie vitale pendant tout le temps qui s'est écoulé pour renforcer l'épée salvatrice qui est au sommet de son crâne. Donc, ce rite draconique, moi personnellement, je ne suis pas assez calé pour faire des liens avec l'histoire de Westeros, mais il me semble effectivement qu'Alice Lee, ici présente, nous avait trouvé quelques liens possibles avec justement, enfin en tout cas trouver des rites similaires, en tout cas qui font écho de manière volontaire ou pas. A priori, on conclut que non. Mais je préfère effectivement lui laisser la main pour expliquer, puisque c'est elle qui a travaillé cette idée. Ouais, merci Yorick. Alors, moi j'ai identifié deux choses. Alors, premièrement, lié au rite draconique, donc similaire plus ou moins à Zelda, Zelda devient dragon. Moi, ça m'a fait penser à Aerion Targaryen, le prince Aerion Targaryen, parce qu'il faut retenir de ce prince, il vit au début du 2e siècle après la conquête. Il est du genre mégalo. Bon, dans la famille, c'est un peu la norme, hein, j'ai envie de dire. Le souci, c'est que lui, il se prend pour un dragon vivant. Dragon, ils ont pris forme humaine. On lui dit, il est un peu con, on va le dire, c'est que si tu bois du feu grégeois, normalement, ça va super bien se passer, tu vas renaître en dragon. Le feu grégeois étant le truc vert qui est allumé pendant la bataille de la Nera dans la série, le truc qui fait boum. Autant dire qu'il meurt dans d'atroces souffrances. Donc le rituel n'a pas forcément très marché, on va dire. Il y a aussi le fait que Aerys Targaryen, donc le papa de Daenerys, au moment où il veut faire cramer toute la cité de Port-Réal, en fait, il veut le faire parce que comme ça, il renaîtra en dragon, en dragon, et il ira cramer sur tout le monde. Bon, heureusement que Jaime Lannister est passé par là, parce que sinon, bon, après, il aurait peut-être subi la même chose. Mais bon. Oui, il faut aussi noter, vu qu'on est dans la partie spoil, du coup j'en profite allègrement, Ganondorf aussi, lors du combat final, se transforme en dragon. À mon sens, la phase de combat la particulièrement classe, la plus classe du jeu. Quand Ganondorf est en dragon, quoi que ce soit. On a un affrontement de dragons, puisque Zelda vient sous forme de dragon vient à la rescousse pour qu'on puisse aller battre Ganondorf. On peut faire un très rapide lien entre les événements de la danse des dragons qui passe en ce moment, qui va passer en ce moment. Mais bon, ça c'est vraiment tiré plus par les cheveux, c'est beaucoup plus parlant par rapport au rituel draconique. Et un autre point par rapport justement au rituel draconique qu'on peut faire avec Game of Thrones, mais bien entendu, on n'est pas c'est carrément certain que c'est pas lié avec tout ça, avec l'univers de Game of Thrones, c'est qu'on peut rattacher la transformation de Zelda en dragon, mais aussi le fait qu'elle répare l'épée de légende sous sa forme draconique, avec la légende de Azurai et de Nissa Nissa, où justement c'est Azurai qui doit construire une épée magique. Ça marche pas et à la fin il finit par la planter dans Nissa Nissa pour que l'épée devienne magique et on peut assimiler Azurai à Link, Nissa Nissa avec Zelda et l'épée magique qu'il construit avec l'épée de légende. Bon après voilà, est-ce que Nissa était consentante? Ça, c'est pas forcément ça, mais d'autant quand on sait que dans certains fans disent que Zelda, en fait, et Link sont en liaison amoureuse entre Breath of the Wild et Tears of Kingdom, le parallèle peut être intéressant à faire entre Azurai et Nissa Nissa. Pour résumer ce que tu as très bien dit, c'est que voilà, Azurai est un héros légendaire qui aurait voulu forger une épée. Première fois, il la forge
il fait la trempe dans l'eau, elle se fend. Deuxième fois, il le forge pendant, je crois, c'est 50 jours et 50 nuits. Il la trempe dans un cœur d'un lion, pareil. Et la dernière fois, il fait la forge pendant un certain nombre de temps et il fait la trempe dans sa femme, dans Nissa Nissa. Et là, ça marche. Et voilà, sacrifice, parce que techniquement, Zelda, lorsqu'elle fait la transformation en son rite draconique, c'est un véritable sacrifice. Elle en est consciente et tous les protagonistes qui sont autour d'elle à ce moment-là le sont aussi. La mettre en garde effectivement qu'elle perd totalement son humanité. Et donc, même si elle traversera les âges, elle ne peut pas normalement reprendre forme humaine ou reprendre connaissance de tout ce qu'elle savait. Donc, ne pas rencontrer Link, la personne effectivement qui la suit. Donc, c'est effectivement un vrai sacrifice de sa part, pas juste une entourloupe. Bon, l'entourloupe réside dans le plot twist de la fin, mais effectivement, quand on... Tu attends gros comme une maison quand même. Hein. Non, moi je suis quelqu'un de très crédule, donc j'étais parti sur ma bad ending à fond la caisse. Mais Un bad ending dans Zelda. ouais, mais je me suis dit pourquoi pas. Voilà, quand j'ai appris effectivement qu'il risquait d'y avoir un rite draconique, je me suis dit non, ils vont pas nous le faire. Je vois qu'ils le font, j'étais pas bien. Mais c'est parce que voilà, Personne n'était. voilà. C'était tellement gros. Je l'ai su avant même de voir la cinématique de le souvenir de Zelda qui effectue le rite. Voilà, mais J'avais- voilà, effectivement, il y a une vraie valeur sacrificielle. Et pour ceux effectivement qui sont bien fans de la saga, et ça fait quand même effectivement, ça fait 6 ans, 2017, oui, ça fait 6 ans qu'on s'est accaparé cette version de Zelda. On a eu, quand on a appris les événements, beaucoup de mal à accepter ce choix. Tu parles de quel choix enfin, 6 ans, tu parles donc de Breath of the Wild? Je parle du fait que Zelda fasse ce sacrifice. En 6 ans, je me suis beaucoup attaché à cette version de Zelda. Et je m'attache beaucoup au personnage. Et je l'ai vraiment ressenti comme un sacrifice avec toute la valeur douloureuse de l'acte. C'était assez cohérent en fait. Moi je trouve ça assez cohérent parce que déjà dans Breath of the Wild, il se sacrifie presque pour contenir Fléau Ganon dans le château pendant 100 ans. Mm. Je trouve que que le côté sacrificiel de Zelda, il est d'ailleurs assez récurrent, assez récurrent dans la série. Pour ne pas être tant une surprise. Ah, là, quand même, ça a quand même été assez poussé. Parce que, C'est assez ultime, ouais, parce que c'est vrai. en sacrifice qui me viennent à l'esprit, vraiment quelque chose entre guillemets d'aussi tragique, c'est dans Twilight Princess où Zelda s'efface complètement pour que Midona survive. Oui. Pour moi, hormis ça, il n'y a pas spécialement, j'ai pas spécialement de moment où Zelda se sacrifie. Skyward Sword, alors j'y ai pas joué, mais il y a pas un côté, elle perd tout pour la DS? En partie. En fait, elle se cristallise dans le temple du sceau, dans le passé, pour renaître sous forme de déesse, une fois dans le futur, enfin dans le présent de Skyward Sword. Mais elle en perd pas pour autant. Elle en perd pas pour autant son identité quand même. Enfin, en tout cas, c'est pas l'impression que ça donne. Il y avait une valeur effectivement définitive qui mettait un petit coup de pression. Ouais, il y a quand même on nous indique clairement dans Tears of the Kingdom, c'est Mineru qui parle de ce rite draconique à Zelda dans un autre des souvenirs. Mm. Et elle lui indique clairement que faire ce rituel, c'est perdre son humanité, tout souvenir, tout pour juste renaître sous la forme d'un dragon qui va, voilà, juste pour être un dragon immortel et c'est tout, sans
sans aucun autre avantage. C'est vraiment le sacrifice de son être, l'oubli total de son être. On parle de Mineru, mais justement, c'est également un lien que j'ai identifié là, il y a pas très longtemps, c'est que Mineru, alors c'est, autre spoiler, le 5e sage Mmh. et c'est un petit peu le lien temporel que peut faire, le passé d'Hyrule avec maintenant et c'est quelque chose qu'on peut voir avec le personnage de Feu-Sanglant qui est un personnage qui pour actuellement est une légende, mais qui a un personnage qui a réellement existé et qui survit très longtemps, que ce soit dans la série ou dans le livre, qui survit très longtemps pour être encore contemporain des protagonistes. Je pense qu'il faut préciser, Freux Sanglant, on parle bien de la corneille à 3 yeux. C'est ça, oui. Ah, voilà, oui, je me disais bien. Oui, j'ai pas capté. Mais là, c'est bon. C'est l'un des grands bâtards d'Egon 5. Ouais, c'est ça, ouais, l'un des grands bâtards de Egon 5. Oui, c'est vrai. Maintenant que vous le dites, oui, ça peut être un lien. Léger, Par contre, léger. quand même, ouais, oui, très léger, parce que quand même, la finalité de Minéo comparée à Feu Sanglant, c'est pas, c'est pas franchement la même. C'est pas franchement la même. Bon, après, mine de rien, il y a quand même pas mal de parallèles à faire, parce que Feu Sanglant, il disparaît derrière le mur, il me semble, c'est ça? Ouais, j'ai besoin. Il disparaît derrière le mur, Mineru disparaît après la bataille du Sceau. Ils deviennent aussi à ce moment-là. Bon, après, Freux Sanglant, moi, de ce que je sais, il n'est pas spécialement clean par rapport. Il est pas spécialement clean, alors que quand même, Mineru, elle paraît quand même vachement plus clean que Freux Sanglant. Hein. Bon, après. Après, on connaît pas grand-chose du passé de Mineru, hein, donc Ouais. on connaît que ce qui nous intéresse pour l'histoire. Mais si jamais il doit y avoir un approfondissement du peuple des Sonos, peut-être qu'on apprendra effectivement que elle avait quelques casseroles, comme tout politicard qui se respecte. Pourquoi ils ne sont plus que 2 déjà? Oui, bah voilà. Là aussi, on pointe le manque de réalisme de l'univers Nintendo. Ils sont plus que 2. Ils meurent tous, mais quand même, il y a une petite descendance royale quand même qui se fait, hein, alors que on n'en entend pas parler. Oui. Mais bon, voilà. Je dirais pas un manque de réalisme, c'est pas vraiment un manque de réalisme, c'est juste que, enfin, c'est quelque chose que je leur reproche aussi, c'est que il y a un personnage qui est quand même assez charismatique enfin, même si politiquement, bon, c'est pas tout à fait ça, mais qui est quand même assez charismatique et qui a l'air très aimé des fans qui ont découvert le jeu, Roru, et son histoire n'est absolument pas creusée, quoi. Enfin, il y a on reste personnellement, je reste un peu sur ma faim, sur cet épisode parce que, bon, il est là pour les besoins du plot twist, du retour en arrière, voilà, hein, très bien, il y a un méchant, voilà, l'histoire de Roru et de Mineru, mais encore Mineru, elle est peut-être un peu plus, poussée son histoire que celle de Roru parce que, vraiment, je reste vraiment sur ma faim sur ce côté, quoi. J'ai envie d'en savoir plus, quoi. Hiraru est d'une puissance incommensurable. Ouais. Lorsqu'on voit dans le jeu justement son attaque contre des Moldakor, il en Ouais. tue en un coup des centaines. Enfin, Ouais. ouais, voilà. Mmh. En vrai, quand on y réfléchit, l'histoire de Raoru est tellement peu développée que, en fait, on comprend pourquoi Ganondorf il est en train de il veut se battre contre Raoru parce que ils disent bien que les Sonao, surtout c'est Mineru qui raconte ça, les Sonao, des êtres pleins de sagesse et tout, sont descendus des cieux et tout. Ouais, mais t'es en train de te décrire comme un dieu. T'es en train de décrire comme un dieu. C'est limite une conquête en fait. C'est limite Aegon Targaryen et ses femmes sœurs ont été plus franches dans leur fait que ouais on va conquérir les 7 couronnes que Raoru en fait. Raoru c'est ni plus ni moins une conquête qu'il a fait et que Ganondorf bah, il a essayé de se défendre comme il pouvait. Il a tué la première personne faible dans l'histoire qui est tombée sur Sonia. Hein, il l'a pris en traite. Hein, et, limite Ganondorf il a été plus sensé. Bon, c'est un peu parti en vrille quand il est devenu le roi démon, mais politiquement, c'est pas le
c'est pas le plus grand, c'est pas le plus idiot. Le plus grand idiot, c'est Raoult, puisqu'il a quand même, sa sœur. Il a Zelda qui fait passer pour la cousine de Sonia. Qu'est-ce qui l'a empêché de faire un mariage diplomatique pour ramener Ganondorf dans l'escarcelle et Ganondorf et les Gerudo dans l'escarcelle d'Hyrule. Ou alors si je voulais... Pas d'accord sur ce point. Après, Je suis pas d'accord sur ce point. C'est être bien naïf que de croire qu'avec un simple mariage, Ganondorf va dire ouais, ok, ouais, ça me va. On sait dès le départ qu'il a une ambition démesurée et qu'il veut s'emparer du royaume. oui, Donc, oui, mais c'est politique, c'est l'histoire politique qui veut ça. Quand tu veux vraiment cimenter une paix, tu fais un mariage. On est d'accord que ça va pas s'empêcher de foutre sur la gueule, mais voilà, ça reste une possibilité. C'est par convenance, politiquement, tu fais un mariage pour entériner la paix. Tu t'emmènes pas simplement le gars, te prosterner devant, c'est quand même un peu... c'est un égal. Raoult, il dit bien dans la scène, justement, que c'est un égal. Mais dans le même temps, oui, non, si c'était vraiment un égal, il serait pas en train de s'agenouiller. Et clairement, là, pour le coup, c'est Aegon Targaryen, quand il fait sa conquête, il fait clairement comprendre que non, non, il y a un seul chef, c'est moi. Il cherche pas à comprendre que les autres, les anciens rois, allez, tous au barbecue et on n'en parle plus, quoi. Hein. C'est pour ça. C'est pour ça que je pense que Raoult, il a merdé il a merdé politiquement et que je serais bien curieuse de voir qu'est-ce qu'il raconte. Si il y a un DLC, oui, mais moi j'y crois, je veux croire qu'il y a un DLC, que on développe un peu les scénarios pour expliquer pourquoi il a agi de cette manière-là. Nintendo, pas faire de DLC. Ça a été annoncé, c'est pour ça qu'on en parle. Donc, c'est une interview et donc du coup, c'est une traduction du japonais qui nous revient. Donc, ça peut être soumis à différentes interprétations, mais a priori, effectivement, ils n'ont pas l'intention de faire de DLC. Ça veut pas dire qu'ils feront pas de jeux dans le même univers, en spin-off ou ce genre de choses, mais a priori, ça semble tout pourru. Et puis l'avenir nous le dira malheureusement ou malheureusement. Moi, je reste content qu'il n'y ait pas de DLC à ce niveau-là. Ça fait du bien d'avoir un jeu qui est fini de bout en bout et pas besoin d'en rajouter des couches. C'est la fin de The Spoiler. Bon retour à vous et bonne fin d'écoute. On s'achemine vers la fin, donc avant de terminer notre émission, que vous avez chacun ou chacune des recommandations lecture, visionnage ou autre. Ça peut être en dehors de Zelda ou même ça peut être Zelda. De quoi vous voulez parler? On va commencer par Easy. En dehors de Zelda, personnellement, je vois pas trop. Là où je dirais, si les auditeurs veulent approfondir un petit peu le lore de Zelda, j'ai qu'une seule recommandation. C'est d'une part les bouquins faits par... bon, après sur l'histoire de Zelda, mais c'est plus sur l'histoire de la production de Zelda, mais L'histoire de Zelda, c'est la production de Oscar ouais, Lumet. ce serait plus une saga légendaire, je crois, où il parle un peu plus des liens entre le lore et la... Du coup, de chez Third Edition, donc le premier tome de Valérie Pressigou, il me semble, et le deuxième tome, je sais pas qui c'est qui l'a écrit. je crois bien que c'est la même, non? Non, c'est pas le même auteur. Il me semble. Bon, en tout cas, il me Il semble. s'agit de Donc, en Valérie tout cas, c'est Pressigou. celle-là que tu. Il s'agit de Valérie Pressigou. Tout à fait. Et Valérie Pressigou, bah autant pour moi. Bon, pour ceux qui ont un peu la flemme TLDR de lire des bouquins, ce qui est du lore et des références culturelles en très poussé, il y a en très poussé, mais aussi très agréable à voir, c'est les vidéos de Rinkuto sur YouTube. Je pense que si vous refaites un podcast sur Zelda et Game of Thrones, il serait intéressant de l'inviter. Parce il va avoir beaucoup de choses à dire sur ça. Ouais, vraiment, je ne saurais que recommander ça. Yorick, une recommandation? En termes de Zelda, je pense qu'il y a plein d'ouvrages effectivement qui peuvent être intéressants. Ça dépend un petit peu de la thématique que vous voulez. Après, en termes de littérature, j'aime bien la fantasy, donc c'est un peu pour ça aussi que je suis là. Fantasy fantastique.
Si je devais citer quelqu'un, ce serait. Alors, vérifie son nom parce que j'oublie à chaque fois. Je crois que c'est Patrick Rothfuss. C'est une saga que j'aime beaucoup. Et on est encore sur un auteur qui a tendance à prendre son temps. Donc voilà, si par le plus grand des hasards, il pouvait nous entendre et nous comprendre, si tu pouvais te dépêcher un petit peu de sortir la suite, j'attends. J'attends et je suis impatient. On attend tous la suite donc le nom du vent. Le nom du vent. Alice, lit Pour ma part, en référence Zelda, que j'aurais tendance à citer, c'est la musique dans Zelda, les clés d'une épopée ilienne de Fanny Rubillard, dont il faut suivre son compte Twitter qui fait de super threads, enfin ex-Twitter maintenant, merci Musk, qui fait de super threads concernant la musique dans Zelda, qui analyse les mouvements mélodiques dans Zelda, pas que sur les derniers jeux. Donc du coup, son livre, franchement, j'ai commencé quelques pages, c'est très bien. Si vraiment le point musique dans Zelda vous intéresse. C'est une chercheuse en musicologie. Ouais. Donc il faut vraiment aller lire parce que c'est du très très bon travail et il faut absolument mettre en avant ce genre de travaux universitaires. Après, en autre lecture, bon bah en ce moment je lis de l'historique et tout ça. En ce moment je lis la biographie de Laurent Jalabert sur le duc Charles IV de Lorraine. Oui, je sais, c'est pas du tout fantastique, ça n'a rien à voir avec Zelda. Mais Charles IV de Lorraine, j'ai travaillé dessus de manière connexe dans le cadre de mon mémoire de recherche sur Gaston d'Orléans. Et on va simplifier en disant que les ducs, la famille ducale au XVIIe siècle en Lorraine, qui était indépendante bien après que la Bretagne et Anne de Bretagne soient passées en France, ils ont fait des choses, pour faire la nique aux Français, à savoir Richelieu et Louis XIII, c'était pas les derniers. On en est au point que le frère de Charles IV est parti, s'est enfui de Nancy assiégé avec sa femme en 1634, déguisé hein, et tout ça. En fait, ils ont retardé les Français parce que, vous savez, il y a une tradition en Lorraine, ça s'appelle le poisson d'avril. Ils se sont barrés en utilisant le poisson d'avril. Donc tout ça, je ne peux que vous encourager à lire cette biographie de Laurent Jalabert. Vraiment, il a eu d'autres péripéties en propre. Charles IV, il a abdiqué, puis récupéré son trône. Il a été considéré comme bigame par l'Église de Rome. Il s'est marié une troisième fois. Enfin voilà. Il est mort en exil. Enfin voilà. Si vous cherchez de l'action, mais vraiment garantie 100% historique, hein, vraiment, c'est pas dérivé d'eux ou inspiré de faits réels. Non, lisez la biographie de Laurent Jalabert sur Charles IV. Et vous comprendrez pourquoi je dis vraiment, il faut que le XVIIe siècle soit adapté tel quel et pas avec les Trois Mousquetaires. Je peux rajouter juste une recommandation parce que je suis aussi un grand amateur de cuisine. Je recommande La cuisine dans Zelda, fameux bouquin de gastronogeek que vous trouverez chez tout bon libraire. S'il l'a pas, bon ben voilà. Et pour finir, niveau actualité, Puissance Zelda, nous sommes en octobre. Là, l'épisode sort en octobre. Quelle est l'actualité qu'il y aura en fin d'année 2023? En fin d'année 2023, ça va être plutôt calme, sauf si surprise, dont Nintendo effectivement semble avoir le secret, puisque maintenant les annonces, c'est « Ah, tiens, il y a un gros jeu qui sort dans 2 jours. » Voilà, bravo. C'est ça, je vous le pose là, et en fait il était prêt depuis 2 ans, mais donc c'est un peu difficile de prévoir ce qui va arriver en fin d'année. On a quand même les Amiibo qui vont sortir. Donc peut-être qu'il y aura un peu de contenu à ce moment-là, ou alors ce sera juste une idée de cadeau pour les fêtes de Noël. Donc pour l'instant, rien de bien prévisible, mais nous, on continuera nos travaux de et communication et sur l'actualité, puis continuer nos petites solutions. Et je voulais parler d'une chose qui maintenant est passée, mais qui va revenir, j'espère, je pense, prochainement, dans les 1 ou 2 ans, je sais plus si c'est tous les ans ou tous les 2 ans, c'est le Zeldathon. Le Zeldathon, effectivement, est prévu pour revenir en 2025. Il a eu lieu fin août. Donc, c'est un marathon caritatif
pour récolter des dons en faveur d'une association. Donc cette année, comme il y a 2 ans, c'était pour l'Institut Curie, donc centre de recherche pour lutter contre les cancers infantiles et d'adolescents d'ailleurs, hein, pas que pour les enfants. Cette année, nous avons récolté 12 400 € pour l'Institut, donc ça fait une grosse somme, sachant qu'effectivement, on est même ils nous le disent eux-mêmes, hein, les instituts ont du mal à récolter des dons. Donc, on a de quoi être fiers d'avoir passé ces 72 heures, tous autant que nous sommes, à avoir récolté tous ces dons. Donc, j'en profite pour remercier effectivement toute l'organisation du Zlaton, tous les participants, tous ceux qui ont participé mais qu'on n'a pas vu non plus, les viewers, les donneurs, tout ça. Donc effectivement, on se donne rendez-vous en 2025 pour un nouveau Zlaton. Mais entre-temps, il y aura l'année prochaine un petit événement teasé à la fin du générique, dont je ne peux pas exactement trop parler, mais ceux qui se connaissent un petit peu l'univers qui avait été cité, ce sera sur du Metroid. Ceux qui sont intéressés, je vous laisse suivre le Zeldaton sur leurs réseaux sociaux. N'hésitez pas. Il y aura de la communication qui sera faite autour en temps et en heure. D'accord. Sachant que généralement, les marathons qui sont faits entre les Zeldatons, c'est plus pour financer. Alors, je ne sais pas si ce sera le cas pour ce qui va arriver en 2024, mais on peut parler que c'est pour financer l'association Golden Phoenix qui organise le Zeldaton. Parce que voilà, toutes les finances de Golden Phoenix sont parties dans le Zeldaton, sans compter les financements personnels de toutes les personnes impliquées. Donc, si vous voulez aider à organiser le Zeldaton 2025, rendez-vous en 2024 pour donner. Ça reviendra directement à aider à récolter des dons Voilà. pour l'association qui sera soutenue en 2025. Voilà, c'est juste un moyen de financer en proposant un événement, c'est un peu sous le même format que le Zeldaton, mais sur une autre licence. Bon, bah, je recommande évidemment aux auditeurs d'aller sur votre site Puissance Zelda pour avoir regardé toutes les informations. Et puis bah, sur les réseaux sociaux, que ce soit Golden Phoenix ou le Twitter ou autres réseaux sociaux de Puissance Zelda. Il faut également jouer et rejouer à tous les jeux de la licence Zelda. Alors, d'ailleurs, n'hésitez pas, après le podcast évidemment, à commenter sur la vidéo ou sur le forum ou sur le site pour dire quel a été votre Zelda préféré. Moi je dirais Link Awakening. Et j'ai aussi un profond attachement au premier Zelda, celui sur cartouche dorée. Donc voilà, effectivement, j'ai mis les pieds dans le plat tout à l'heure. Mais tu as le droit, chacun. Mais voilà. Mais c'est très étrange parce que c'était mon premier, généralement. Le premier est souvent le coup de cœur, et là, ça n'a pas accroché. Moi, Twilight Princess, j'ai pas accroché. Personnellement, je fais partie de... Ça va être unpopular opinion aussi, mais mon Zelda coup de cœur, c'est aussi Twilight Princess. Il n'y a pas beaucoup qui sont d'accord, qui l'ont dans ses préférés. Et toi, Alice, pour finir? Moi, c'est The Wind Waker. Le The Wind Waker, je pense pas que ce soit une surprise pour Yorick et Izzy. Donc, en attendant d'avoir tous vos commentaires, et évidemment en attendant l'épisode de novembre, abonnez-vous sur le flux, envoyez-nous vos commentaires par corbeau numérique, que ce soit sur les applis de podcast, sur YouTube ou sur le forum. Et nous tenons le mur, car c'est sur notre blog, notre forum et sur le wiki que nous allons continuer à rapporter toutes les nouvelles fraîches concernant l'univers de J.R.R. Martin. Merci à vous trois. Merci pour l'invitation. Merci de nous avoir invités. Merci de cette invitation. C'est fait un plaisir. Au revoir et à bientôt. Ciao. Au revoir et à bientôt. Des bisous.